retrouvez Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Cette semaine qui va vers la fin a donné une fois de plus l'occasion à la presse de poser la sempiternelle question: que vaut encore un Premier ministre au Cameroun? Le titre qui barre la une de la 122e parution du journal Le Reporter indépendant vient comme remettre au goût du jour un débat vieux bientôt de 3 ans. Tout commence dès la signature du décret numéro 2019-043 du 5 février 2019 accordant délégation permanente de signature à M. Ngongo Ferdinand, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. L'article 1er encadre le champ de compétences du délégataire. Ainsi, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, signe au nom du président de la République toute pièce et correspondance relative aux affaires administratives courantes. Cette délégation permanente de signature comprend également les actes réglementaires ou individuels concernant l'intégration, l'abaissement de classe, de grade ou de révocation, ainsi que la mise à la retraite des fonctionnaires de la Sûreté nationale. La nomination jusqu'aux fonctions de directeur adjoint à la présidence de la République, la publication au journal officiel lorsqu'elle requiert l'intervention préalable d'une décision présidentielle l'ordonnant. M. Ngongo Ferdinand discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République, conclut l'article 3. Que devient le Premier ministre dans ce système? Réduit à inaugurer les chrysanthèmes, mettait en pied de une le bi-hebdomadaire d'enquête et d'analyse, l'Indépendant Économie. Quatrième personnalité de la République, l'article 12, en son alinéa 1, précise que le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils sous réserve des prérogatives reconnues au président de la République dans ces domaines. La dernière crise en date au Cameroun, à savoir celle des enseignants, voit une amorce d'apaisement suite à la sortie du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, répercutant les très hautes instructions du chef de l'État relatives aux revendications formulées par les enseignants. Face à cette crise, les Camerounais constatent que le Premier ministre, chef du gouvernement, reste très discret. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Je vous retrouve après pour Equinoxoir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Délégation permanente de signature mise à l'écart du Premier ministre. C'est une interrogation, madame, monsieur, pour tenter de comprendre. Nous avons invité en plateau. On va commencer par le plateau. Bonsoir, Serge Kelbé. Bonsoir Serge Alain, c'est un plaisir d'être là une fois de plus. Je voudrais, n'est-ce pas, principalement m'indigner, n'est-ce pas, de la situation de nos enseignants que je trouve vraiment extraordinaire parce qu'on ne peut pas comprendre comment dans un pays comme le Cameroun, nous nous souvenons encore du scandale Lebon, où presque 1400 matricules fictifs ont été, n'est-ce pas, de manière frauduleuse créés pour payer, émarger pour payer, et les enseignants qui, eux, n'est-ce pas, font leur travail au quotidien. Sont connus de manière physique. Connus physique. Depuis 10-15 ans, certains se retrouvent à ne pas avoir leur salaire. Donc, pour moi, la position de certains membres du gouvernement qui ont pris parole ces jours-ci m'a vraiment écœuré. Je n'arrive pas à comprendre. Et je suis certain que le chef de l'État, là où il est, ne partage pas cet avis. Tout travailleur doit son salaire et les enseignants particulièrement doivent être pris au sérieux. Donc, c'est ce que je voulais dire d'entendre. Merci. Bonsoir, Maître Fidèle Djoubisi. Bonsoir, Serge Alain, et je salue tous les téléspectateurs de Equinoxoir. Je suis toujours ravi de revenir sur ce plateau après un temps d'absence pour partager
les commentaires sur l'actualité de notre pays et à l'international. Je suis convaincu que cela participe de la formation des citoyens du Cameroun, une bonne participation à la vie nationale. Je salue nos prisonniers politiques, nos otages du régime qui ont été sévèrement condamnés, pour certains jusqu'à 7 ans, pour avoir simplement manifesté. Et je les rassure de ce que le mouvement pour la reconstruction du Cameroun ne les a pas abandonnés. Nous avons engagé une campagne nationale et internationale pour leur libération, étant donné que nous sommes dans le secteur des droits de l'homme qui relève des affaires internationales. Et je les informe de ce que il y a déjà eu une manifestation à Genève pour ce qui est du système des Nations Unies et également à Bruxelles pour ce qui est du système de l'Union européenne. Et nous avons la ferme conviction de ce que cette campagne pourra porter des fruits et nous verrons ces otages libérés. Voilà. Bonsoir, Sobamine, Fodje. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir aux autres copanélistes de ce soir et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Je vais entrer dans cette émission en rappelant que le chef de l'État, Paul Biya lui-même, avait promis qu'on se souviendra de lui comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Je voudrais que d'où il se trouve, qu'il se rappelle de cette promesse. Et que pendant qu'il se rappelle de cette promesse, qu'il regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale et qu'il regarde ce que ses collaborateurs sont en train de faire. Parce qu'il me souvient qu'il y a eu une volonté manifeste des opposants républicains qui sont installés à l'Assemblée nationale, qui ont essayé de constituer un groupe parlementaire pour davantage contribuer à la proposition, à la résolution des différentes crises. Mais nous voyons actuellement la réaction de son camp à l'Assemblée nationale qui est de nature réfractaire et crée des natures chrysogènes. Et je voudrais dire que avant ce regroupement, récemment, les opposants ont également travaillé, ça a été tellement ouvert que même le MRC a participé, à travailler à une proposition de modification de la loi électorale. Au moment où on a voulu présenter cette proposition au Hilton, au grand public, c'est les gros bras que le système a envoyés pour davantage museler la démocratie. Donc, je voudrais que quel qu'en soit l'endroit où le chef de l'État se trouve, qu'il sache que tous les faits, les méfaits de ses collaborateurs, des membres du RDPC, que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de détruire son rêve et ils risquent d'entrer très mal dans l'histoire du Cameroun. Si jamais ce qu'ils sont en train de préparer à l'Assemblée nationale vous voulez nous dire que le président n'a pas la bonne information? Nous ne savons même pas s'il a l'information parce que nous ne savons même pas si il travaille ou s'il ne travaille pas. Parce que de temps en temps, il est dans son village natal. On ne sait pas si son lieu de service est devenu son village natal. Mais le président peut travailler partout. Hein. Le président peut travailler partout, mais je vais dire, si vous êtes dans votre pays et que votre lieu de travail c'est à Yaoundé, c'est officiel, et que pendant un long bout de temps, vous êtes dans votre village natal, ça pose problème. Et même au-delà de quel qu'en soit là où il se trouve, nous voulons les actes et nous voulons voir les choses se passer. Et ce qui est en train de se passer, que ce soit au Hilton récemment, quand on a envoyé la police et la gendarmerie disperser l'opposition qui était dans une organisation bien structurée, démocratiquement, les disperser et que ça n'a rien fait à personne. Et qu'aujourd'hui encore, l'Assemblée nationale, on soit en train de mettre en mal des personnes qui ont le mandat de certains Camerounais. Je dis que c'est de la provocation. Et il faut qu'ils sachent donc qu'ils seront responsables des conséquences de tous les actes qu'ils sont en train de poser. Et ce sera mis à l'actif du chef de l'État. Donc, quel qu'en soit là où il se trouve, il a intérêt à se rappeler de sa promesse. Ok, Dr Luzin Somba, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalonto. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer les fan-clubs Dr Luzin Somba, parsemés de partout dans le monde. Et si en Hongrie, je salue avec respect les autres copanélistes avec nous sur le plateau. Je voudrais commencer où je vais finir en disant que trop de délégations tue la délégation. Trop de délégations tue la délégation. On va revenir tout à l'heure. Voilà, on va faire, nous avons sollicité des contributions. D'abord Yaoundé, on nous attend Serge Aimé Bikoy. Serge Aimé Bikoy, bonsoir. Salut à tous les copanélistes depuis Douala. Voilà, des petits soucis. On va revenir à Serge Bikoy tout à l'heure. Vous avez planté le décor. Vous dites que trop de délégations. Faites-nous d'abord l'historique
de cette délégation permanente? Et pourquoi les Camerounais ont l'impression que, on va dire de manière triviale, que celle du ministre d'État Ngongo dérange, entre guillemets? Pourquoi on a cette impression? Le titulaire, Pourtant, il y a eu des délégations avant. Oui. Alors, ce que je voudrais dire d'entame, c'est que le titulaire d'une fonction, à un moment donné, peut être surchargé et décide de se délester d'une partie de ses attributions au profit de ses supérieurs ou de ses subordonnés. Oui. Et la délégation, à mon sens, vient assouplir justement les charges du titulaire. Maintenant, quand nous regardons très bien, la délégation, c'est quoi? C'est un moment pour le titulaire d'une fonction de se décharger au profit de ses subordonnés. Et on se rend bien compte qu'il existe deux types de délégations. Peut-être on pourra ajouter une troisième qui est la délégation de représentation. Mais il en existe deux de manière formelle. Il y a la délégation de signature et la délégation de pouvoir. Il y a délégation de signature lorsque le délégant, c'est-à-dire que qui cède la délégation, charge le subordonné de faire juste une opération matérielle de signature. Je prends un exemple. Le doyen de la faculté décide qu'il y a trop d'étudiants, il ne peut pas lui tout seul signer les cartes d'étudiants. Il délègue cette fonction de signature au vice-doyen chargé de la scolarité, qui ne doit signer que les cartes d'étudiants. Maintenant, dans la délégation de signature, elle se fait de personne à personne. C'est-à-dire, je prends un exemple à la présidence justement pour que les gens comprennent. Son Excellence Paul Biya, président de la République, délègue à M. Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général. Nous sommes là dans une délégation de signature, parce que ça se fait de personne en personne. Or, dans une délégation de pouvoir, elle se fait d'institution à institution, où vous voulez, d'autorité à autorité. C'est-à-dire, le président de la République, son Excellence Paul Biya, délègue au ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ngongo Ferdinand. Là, nous sommes en présence d'une délégation de pouvoir. Alors, ce qui veut dire que l'expression délégation permanente de signature ne sied pas à la réalité juridique. On peut dire que cela sied à ce qu'on appelle une pratique administrative ou une coutume administrative. Parce que la délégation de signature ne saurait être permanente. Seule la délégation de pouvoir l'est. C'est-à-dire, je prends un exemple. Donc on a tout faux dès le départ, là? Non, la clause de style là n'est pas bonne. Non, dites, on a tout faux dès le départ. On ne sait pas ce qu'on devait écrire. C'est pas ce qu'on devait écrire. Ok. On doit écrire là, pour rester en conformité à ce que nous sommes en train de voir, on doit écrire délégation permanente de pouvoir. De pouvoir. Et non pas de signature. Parce que la délégation de pouvoir a un caractère permanent. Pourquoi? Parce que lorsque le délégant n'est plus là, elle persiste, elle demeure. Vous voyez? C'est pourquoi on dit qu'elle est permanente. Or, dans la délégation de signature, dès lors que le délégant disparaît, la délégation de signature disparaît. C'est pourquoi là-bas, elle a un caractère précaire et temporaire. Alors, lorsqu'on écrit délégation permanente de signature, non, c'est une délégation en fait de pouvoir, mais déguisée sous le concept de délégation de signature. Voilà. Vous êtes d'accord avec Dr Luson? Oui, oui, Maître Fidèle Djoubissi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Dr Luson sur l'analyse qu'il a faite de la délégation de signature opposée à la délégation de pouvoir. Et lorsque vous lisez le décret qui porte cette délégation de signature, le contenu indique bien qu'il s'agit d'une délégation de pouvoir. Parce que tout à l'heure, vous avez donné sa lecture et vous avez bien indiqué que le ministre secrétaire général de la présidence de la République a prérogative pour signer les actes réglementaires. Oui. Et les actes réglementaires d'ordre général et les actes réglementaires individuels. Les actes réglementaires, quand on parle des actes réglementaires, cela revient à dire que le secrétaire général de la présidence de la République a cette prérogative pour exercer le pouvoir réglementaire, qui est un pouvoir déféré au président de la République dans la Constitution. Parce que dans la Constitution, il est indiqué que le président de la République exerce le pouvoir réglementaire, comme le Premier ministre aussi exerce le pouvoir réglementaire qui est indiqué à l'article 12. Donc, lorsqu'on parle de ce que le secrétaire général de la présidence peut signer les actes réglementaires, cela démontre effectivement qu'il y a eu délégation
de pouvoir et qu'on a voulu occulter par un concept appelé délégation permanente de signature. Et lorsqu'on le fait, c'est un acte anticonstitutionnel. Parce que la Constitution ne prévoit pas de délégation de signature à ce niveau. La Constitution prévoit des délégations de pouvoir d'autorité à autorité ou d'institution à institution, comme a dit Dr Luison. Et de ce point de vue, il faut comprendre que même ici, l'acte est anticonstitutionnel sur 2 points. Le premier point, c'est que la condition, le contexte des délégations de pouvoir, la Constitution prévoit que c'est quand le président de la République est empêché de façon temporaire. Donc il ne devrait même pas avoir de délégation permanente de pouvoir. Ça doit être temporaire. Mais vous avez indiqué c'est depuis janvier 2019. Depuis février 2019. Donc ça fait plus de 3 ans. Et je pense que cela confirme la thèse selon laquelle le président de la République n'est plus en capacité de gouverner. Il y a vacance du pouvoir de ce point de vue. Et également... Mais ce n'est pas la première délégation. Hein, oui, ce n'est pas la première délégation. Mais nous disons que il ne doit pas s'agir d'une délégation... Marafa Midouyaya et également... il ne doit pas s'agir d'une délégation de signature permanente. S'il y a délégation de pouvoir, qu'on le dise que c'est une délégation de pouvoir, mais de façon temporaire. Ça ne doit pas être permanent. Et également, il y a anticonstitutionnalité du point de vue de l'article 10, alinéa 2. Parce que là, et cela rejoint le point, l'interrogation du journal que vous avez cité tout à l'heure. Oui. À quoi sert le Premier ministre? Parce qu'à l'article 2 de l'alinéa 2 de l'article 10 de la Constitution, le Premier ministre est prioritaire dans la délégation de pouvoir. Oui. Il est prioritaire et il est bien indiqué en cas d'empêchement temporaire. Le président de la République charge le Premier ministre en cas d'empêchement de celui-ci. Les autres membres, un autre membre du gouvernement. Monsieur Ngongo est un membre du gouvernement parce qu'il est ministre. D'où vient-il? L'alinéa dit le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, priorité, et aux autres membres du gouvernement. Qui est un ministre d'État, s'il vous plaît. Ça, c'est l'alinéa 2. Non, l'alinéa 2. L'alinéa 2. Oui. L'alinéa 2 dit. Non, l'alinéa 3. C'est l'alinéa 3. L'alinéa 3. En cas d'empêchement temporaire. En cas d'empêchement temporaire. Du président de la République. Oui. Charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement. Voilà. Est-ce que le Premier ministre est empêché? Non, fidèle. Non, fidèle. Permettez, on va libérer quelqu'un qui attend. Serge Mebikoy, vous êtes à Yaoundé, vous êtes journaliste, sociologue. Vous dites que le Premier ministre est confiné à l'effacement depuis quelques mois déjà et que ce ministre d'État Ngongo confie même des tâches au secrétaire général des services du Premier ministre, isolant carrément le Premier ministre. Oui, c'est le constat manifeste qui est fait au regard d'un ensemble d'implications à travers les différents actes qui sont justement répertoriés dans la République camerounaise. En réalité, si vous jetez un regard notamment sur la fonctionnalité de la délégation permanente de signature qui date de février 2019 jusqu'à l'heure actuelle, ça fait 3 ans déjà, vous constaterez manifestement qu'il y a aujourd'hui une dynamique d'effacement du Premier ministre qui est aujourd'hui réduit à l'inauguration des chrysanthèmes. C'est la raison pour laquelle vous constaterez manifestement que l'ensemble des pouvoirs ont été essentiellement attribués au ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République. Jetez un regard notamment sur l'attribution de la gestion de la taxe forte du Covid-19. Jetez un regard également sur l'attribution de la taxe forte de la Cannes qui s'est jouée tout récemment. Jetez également un regard sur les hautes instructions de la présidence de la République qui sont justement attribuées à ce dernier. Vous constaterez qu'aujourd'hui, on ne voit pas véritablement l'implication du Premier ministre dans l'exécution d'un ensemble de missions déterminées. Là, si vous jetez le dernier fait marquant qui a justement focalisé l'attention de l'ensemble du peuple camerounais, à savoir les décisions qui ont été prises tout récemment, vous constaterez que l'attribution des fonctions a été justement faite au secrétaire général des services du Premier ministre,
Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une guerre au sein des lobbies du pouvoir et au sein des apparatchiks du pouvoir qui veulent davantage contrôler la gestion du pouvoir dans les mois ou bien dans les années à venir. Et aujourd'hui, vous constaterez que par rapport à la gestion du conflit qui règne aujourd'hui, notamment la crise des enseignants, le Premier ministre a été carrément écarté. On a attribué les pouvoirs au secrétaire général des services du Premier ministre qui organise des concertations avec des enseignants, alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, devrait être au premier abord de cet étalon de mesure. Donc, lorsque vous voyez ces différentes questions, ça nous permet davantage de réfléchir. On a l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir est systématiquement confié au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui aujourd'hui gère carrément tout, de manière à pouvoir polariser et à centraliser l'ensemble des missions, l'ensemble des pouvoirs et l'ensemble des fonctions de la République. Et aujourd'hui, le Premier ministre est carrément mis sous les ténoirs. C'est pour cela que l'on parle de l'effacement, l'on parle de l'occultation, l'on parle même de la dissimulation du chef du gouvernement. Or, c'est lui qui est le chef du gouvernement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, s'il faut gérer la crise des enseignants, que l'on puisse attribuer la gestion de cette crise-là au secrétaire général des services publics, alors qu'il a un chef de gouvernement. Donc, lorsque vous voyez ce fait emblématique, ça suscite des réflexions. Et c'est pour cela qu'on peut davantage crédibiliser un ensemble de perceptions qui ont été faites depuis le départ, depuis 2019, à savoir qu'aujourd'hui, le chef de l'État a certes attribué la délégation permanente de signature au ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, mais on a l'impression que c'est l'exercice de fait du pouvoir suprême de Ferdinand Ngongo qui est aujourd'hui constaté. On a l'impression qu'aujourd'hui, le chef de l'État confiait le pouvoir à celui qui gère aujourd'hui l'ensemble des pouvoirs, l'ensemble des fonctions présidentielles. Donc, merci. Je pense que ça nous permet aujourd'hui de questionner même la délégation permanente de pouvoir, la délégation permanente de signature attribuée au ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République. Merci Serge Mébiko Yaoundé, merci pour votre contribution. J'ai vu Serge Henri Kelbé n'était pas tout à fait d'accord, mais bon, les faits sont là quand même, Serge Kelbé. Où est passé donc le Premier ministre? Serge Alain, oui. Je pense qu'on prend ce sujet-là ou ce transfert de signature avec beaucoup de passion. Il faut dépassionner le débat. Oui. Il faut déjà comprendre quel est le rôle du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Je ne parle pas du ministre d'État secrétaire général, je parle du secrétaire général de la présidence de la République. Le secrétaire général de la présidence de la République assiste le président de la République dans l'accomplissement de sa mission. Il suit les directives prescrites par le chef de l'État. C'est le premier collaborateur du chef de l'État. Je peux même dire que c'est une espèce de plaque tournante de la gestion du Cameroun. Il va falloir que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent que ce n'est pas la première fois qu'il y ait une délégation de signature au Cameroun. Depuis 1975, ça existe. Nous parlons là d'une délégation de signature. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que le Premier ministre, lui, a une délégation de pouvoir. Le Premier ministre, pour lui retirer sa délégation de pouvoir, il faut un remaniement ministériel. Il exerce cette délégation. Attendez, monsieur, il a dès la nomination. À quel moment est-ce qu'il exerce? Le Premier ministre... Permettez, vous allez répondre. L'exercice, j'en viens. Le Premier ministre jouit d'une délégation de pouvoir à partir du décret présidentiel qui le nomme Premier ministre. Pour la lui retirer, il faut un remaniement où il n'est plus membre du gouvernement Premier ministre. Or, le secrétaire général, lui, jouit d'une délégation de signature, fût-elle permanente ou permanente, ça se situe dans un temps. Temporaire ou permanente, c'est une délégation de signature. Il ne faut pas forcément un remaniement ministériel pour retirer au secrétaire général sa signature. Il ne faut pas forcément un remaniement ministériel. Les pouvoirs du Premier ministre sont circonscrits dans un volume bien déterminé. Je ne sais pas pourquoi la délégation
permanente, appelons-la ici si vous voulez, de signature du ministre Ngongo fait problème Voilà. dans la question mesure, tout à l'heure. non, dans la mesure où elle est même éphémère. Il suffit, comme le président lui-même avait dit, d'un coup de tête au journaliste Charles Ndongo, pour qu'il n'ait plus cette délégation de signature. Eric Tchindje. Eric Tchindje. Parce qu'il lui délègue cette signature le 5 février 2019. 19, oui. Avant le 5 février, le président de la République avait toutes ses signatures. Et comme le docteur Sombala dit tout à l'heure, juriste, il nous fait comprendre que le volume du travail que le chef de l'État peut avoir actuellement, compte tenu des grands chantiers qu'il fixe pour le Cameroun, il a besoin d'un secrétaire général plus actif et qui peut gérer un certain nombre de problèmes. Tenez-vous par exemple, vous pensez qu'on a besoin de dire que sur haute instruction du chef de l'État, on demande de débloquer l'argent pour payer les enseignants? C'est du devoir du secrétaire général de le faire. Mais Parce pourquoi il que- dit donc, parce autres instructions, pourquoi? Si c'est Ça son devoir. revient au président de la République de prendre cette décision. Vous comprenez? Oui. Mais compte tenu que le chef de l'État lui a transféré un certain nombre de décisions à prendre, de signatures, il peut instruire ou demander au président de la SNH, par exemple, de décaisser de l'argent. Il peut demander à je ne sais pas, de lever des fonds. Mais par contre, vous savez que le secrétaire général ne peut pas faire un remaniement, ne peut pas nommer un ambassadeur. Il n'a pas ces pouvoirs. C'est pas parce que c'est le ministre Ngongo que ça crée problème. Le Premier ministre existe. Rien ne lui empêche de faire des conseils de cabinet. Est-ce qu'il faut une délégation de signature de Ngongo pour que le Premier ministre, John Gouté, fasse un conseil de cabinet? Il a la délégation de pouvoir, lui, qu'il tienne ses conseils de cabinet. Maintenant, Serge Aimé Bikoy a parlé, par exemple, de la taxe for de la canne. Je vous fais comprendre qu'à partir d'un certain montant de dépenses, la responsabilité du chef de l'État est engagée. Ce n'était pas au Premier ministre de gérer des choses comme la taxe force. Vous-même, vous connaissez les milliards, le montant qu'il y a derrière. C'était tout à fait normal que le président de la République se réapproprie ce dossier. Et c'était bien évidemment... Comme le problème des enseignants. Le problème des enseignants n'est pas du même volume. Pourquoi le Premier ministre reste discret? Le Premier ministre n'est pas discret. Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Le Premier ministre doit coordonner l'action gouvernementale. Je pense qu'il y a 4 ou 5 ministres qui sont ses collaborateurs, Oui. qui sont indexés dans l'affaire du paiement des enseignants. Mais Il n'a qu'à convoquer un conseil de cabinet. il n'a toujours, Rien il ne, l'a lui toujours pas empêche, fait. Hein. rien ne lui empêche de convoquer un conseil de cabinet restreint avec les ministres sectoriels, c'est-à-dire le MINFOPA, Oui. le ministre, le Minéduc. Enseignement secondaire. Il peut le faire. Ce n'est pas Paul Biya qui va venir faire le conseil de cabinet, lui fait les conseils de ministres. Donc le chef du gouvernement n'est pas muselé. Tout ça répond à une certaine dynamique de travail que chacun s'impose. Je ne vois pas le Premier ministre en train de convoquer certains ministres pour une séance de travail. Ils ne viennent pas. Ils savent que le chef de l'État n'accepte pas l'insubordination. Donc que chacun joue son rôle. Le ministre Ngongo, Les gens vous suivent. Hein. bien entendu, Vous êtes sûr qu'il y a des gens qui s'exécutent quand le Premier ministre je leur vous demande... dis, est-ce qu'il y a une note de conseil de cabinet que le docteur Premier ministre John Gouté, Chief docteur, a envoyé et les ministres ne sont pas venus à ce conseil, conseil Non, de ces cabinet? ministres-là se reconnaissent, ils vous regardent ensemble. Non, mais attendez, non, il ne faut pas faire de confusion. Dans le gouvernement actuel, vous avez des ministres qui tutoient le chef de l'État Oui, de par leur rapport. oui. Ah, vous commencez déjà... Non, ce Vous emmenez- n'est pas pour dire que ces ministres sont supérieurs au Premier ministre. Non, du tout. Vous ne pouvez pas mettre le ministre d'État Bello Bouba Maïgari sur le même plateau que le Premier ministre Steve John Gouté. Vu des relations que le président de la République a Et avec si ce le Premier ministre, ministre, pour un conseil de le cabinet- Premier ministre est un technocrate. Le Oui. président de la République le met là pour un rôle précis. Ok, on va permettez, hein, une minute, stop, permettez. On va prendre d'abord Wilfried Ekanga qui va nous donner sa vision hein, par rapport à cette situation. Wilfried Ekanga, depuis Francfort, le Premier ministre et cette délégation permanente de signature est-il mise à l'écart, le Premier ministre?
Voilà, Sop, allez-y. Moi, je crois franchement qu'il faut être très naïf pour croire au discours de M. Kelbet sur ce plateau. Parce que quand vous regardez l'organisation de la présidente de la République, la présidente de la République regroupe au moins 16 services qui sont des services de souveraineté, qui sont rattachés à la présidence de la République, qui sont coordonnés par le secrétaire général de la présidence. Je vous parle de la DGSN, je vous parle du CERF, je vous parle du contrôle supérieur de l'État, je vous parle des marchés publics. Il y a plusieurs ministères comme ça. La défense. Il y a plusieurs ministères, plusieurs pans de la gestion qui sont totalement rattachés au secrétariat général de la présidence. Ça veut dire qu'ils prennent leurs instructions directement du secrétariat général de la présidence parce qu'ils font partie des antennes, si vous voulez, des services de la présidente de la République. Quand on dit que le chef du gouvernement a le pouvoir, le chef du gouvernement a un pouvoir et on lui donne et on lui indique à quel moment il doit jouir de son pouvoir. Je vous prends un exemple simple. En 2019, le chef de l'État a promulgué de nouvelles lois concernant les entreprises publiques et les institutions publiques. Et à l'issue de cette loi, on s'est donc rendu compte qu'il y a beaucoup de directeurs généraux et beaucoup de présidents de conseil d'administration qui n'étaient plus en règle. Et je pense que quelque temps après, le secrétaire général de la présidence a envoyé une note au secrétaire général de la primature pour qu'il rappelle au Premier ministre de ce qu'il n'a pas le droit d'effectuer une quelconque nomination. Je pense que tout le monde se rappelle de cet épisode. Et je pense que c'était la première douche froide que le secrétariat général de la présidence a envoyé à la primature. Comme pour dire, tu as le pouvoir, mais on va te dire à quel moment tu l'utilises. On me dit que le Premier ministre a le pouvoir. Le Premier ministre a le pouvoir, il est là à Bamenda, sous les hautes instructions du chef de l'État, pour exercer son pouvoir, pour annoncer qu'on ira au grand dialogue, on discutera de tous les sujets. Ça n'a pas attendu une semaine qu'un de ses collaborateurs se retrouve sur une chaîne à l'étranger, je ne vais pas citer le nom ici, et qui disent et qui reprennent le chef de gouvernement en disant qu'on ne discutera pas de tout. Qu'a-t-il fait de son pouvoir pour remettre celui-là à sa place? Qu'est-ce que le chef de l'État, qui est censé être très à fond sur le respect de la hiérarchie, comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce qu'il a arbitré ce problème? Mais quand il n'arbitre pas ce problème, le message est clair. Ça veut dire que, monsieur le Premier ministre, je fais de votre pouvoir ce que je veux. La preuve, la délégation de pouvoir, parce que ce n'est pas une délégation de signature, du 5 février 2019, vient moins de 3 mois après que le chef de l'État prenne le nouveau mandat. Pourquoi vous dites que ce n'est pas une délégation de signature? C'est une délégation de pouvoir. La délégation de signature, c'est sur la forme. C'est écrit. Mais dans le fond, on dit, dans le texte, à ces brillants juristes, dans le texte, qu'est-ce qu'il devait écrire? Dans le texte. Et je vous rappelle que le président de la République est le chef de l'exécutif. Dans le texte, il est dit le chef du premier ministre. Dans le texte, il est dit que le secrétaire général de la présidence va juger à sa discrétion des dossiers qu'il doit transmettre à la signature de son patron. Mais c'est grave ça. C'est-à-dire que lui a délégué. Vous dites à votre collaborateur que je vous délègue la signature et je vous donne le pouvoir de me dire ce que je suis censé faire. Exact. Mais c'est trop grave ça. Donc je rappelle qu'il faut être suffisamment naïf. Permettez, on va rappeler l'article 3. C'est écrit, M. Ngongo Ferdinand discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Discriminer ici est une action de pouvoir. J'ai le pouvoir de discriminer. C'est juste un choix. Non, je dis c'est le pouvoir. C'est un pouvoir, ce n'est pas la signature. Même si, comme nommer un ambassadeur, il ne peut pas nommer un ambassadeur. Le choix, c'est le pouvoir. Quand on a le choix, ça veut dire qu'on a le pouvoir. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de dire le patron va signer ça. Il a le pouvoir de dire le patron ne signe pas ça. Voilà. Je dis c'est une délégation de pouvoir et jusqu'à présent, on a suffisamment démontré au Premier ministre qu'on lui dira ce qu'il fera. Parce que la genèse du poste de Premier ministre... Même les conseils de cabinet. La genèse... On doit lui dire qu'il doit tenir des conseils de cabinet. Un conseil de cabinet quand votre propre collaborateur peut vous reprendre... Lequel? Et que votre patron... J'ai pris l'exemple du ministre de l'administration territoriale. C'est un plateau de chaîne à l'international. C'était sur le territoire camerounais. Qui a repris copieusement les Jean-Henri Kelbet dit que ce n'était pas sur le territoire camerounais. C'était pas sur le territoire national. Voilà. Les compétences du Premier ministre sont sur le territoire. Il faut être naïf pour croire
ce qu'il dit. Je vais Sauf- finir. oui, Je vais rapidement, finir. parce que Je vais Wilfried nous finir pour attend. préciser que il faut qu'on se rappelle bien que le poste de Premier ministre est une diversion politique. Ça veut dire qu'on a créé le poste de Premier ministre à un certain moment où on était sorti, on avait tué le fédéralisme pour passer à ces semblants de réunification, où on a voulu faire comprendre à certaines personnes qu'on partagera le pouvoir avec vous. Du coup, on a donc créé un poste de Premier ministre taillé sur mesure, à qui on a retiré tous les éléments de virilité, et qui n'est qu'un poste de cache-sexe. Ok. Merci. Donc il ne faut pas Merci, qu'on ait Sop. l'impression de faire croire à certains Camerounais qu'ils participent à la gestion du pouvoir au Cameroun. Merci, Sop. Je crois qu'il est déjà là. Cette fois-ci, c'est la bonne. Wilfried Kanga depuis Francfort en Allemagne, le Premier ministre, délégation permanente de signature. Est-ce que c'est une façon de mettre le Premier ministre à l'écart? Merci de l'invitation et de la question, Serge Auto. Avant de commencer, j'ai envie d'affirmer et de réaffirmer mon soutien à tous les enseignants qui se battent actuellement au Cameroun pour la considération de leurs droits. J'aimerais leur exprimer ma force ici parce qu'il faut qu'ils comprennent, et je pense qu'ils le comprennent déjà au fil des jours, que le gouvernement est en train de leur montrer son vrai visage. Vous savez, il y a des familles où la femme découvre après plusieurs années que son époux était en réalité un homosexuel. Mais en fait, ce n'est pas qu'il est devenu homosexuel, c'est ce qu'il a en fait toujours été. Et son fameux mariage n'était qu'une couverture pour se donner des oripeaux d'hétérosexualité. Le gouvernement actuellement se comporte avec les enseignants comme il l'a toujours fait. Ce n'est pas un gouvernement bienveillant qui a changé, c'est un gouvernement malveillant qui apprend la bienveillance par ceux à qui ont le devoir d'enseigner ce qu'est le droit, ce qu'est l'équité, ce qu'est la justice aux Camerounais. Et ils doivent justement maintenir la cadence et faire comprendre à ce régime que le respect des prérogatives salariales et le respect de la considération des citoyens de manière générale n'est pas un choix, mais une obligation, un impératif. Si on a nommé des gens à la tête d'un pays, c'est pour servir les populations de ces pays. Ce n'est pas pour confondre le 21e siècle avec une monarchie moyenâgeuse. C'est par là que je voulais commencer. Maintenant, pour répondre à la question, je crois que je ne suis pas le seul Camerounais amusé de voir que ça débat actuellement sur le plateau sur la question de la factualité ou non de la délégation permanente de signature pour le SGPR et de la mise hors jeu du Premier ministre. C'est évident, c'est-à-dire ce sont des choses qui en réalité ne devraient même pas se discuter. C'est tellement évident, c'est tellement criard, ça saute tellement aux yeux que rien que de débattre dessus fait sourire. L'exemple a été pris il y a quelques instants sur Paul Atanganji, qui justement, en 2019, était élu sur le plateau de France 24 pour dire que nous discuterons de tout, mais pas de la forme de l'État. En gros, nous allons discuter de tout, sauf de ce que le Premier ministre a mis sur la table, parce que quelques semaines avant, M. Dion Ngouté était allé à la Menda où il avait dit aux anglophones, dans une logique d'apaisement et de conciliation, la même qui a permis d'apaiser, entre autres, les tensions avec le cardinal Christian Tommy et avec certains séparatistes de la zone anglophone, la même logique de conciliation qu'il a eue en disant « On sait que vos revendications portent entre autres sur le fédéralisme, donc nous allons discuter entre autres des questions de fédéralisme. » On lui a répondu quelques temps plus tard sur France 24 « Nous ne discuterons pas de la forme de l'État. » Je veux bien que les compétences du Premier ministre ne soient pas valables à l'étranger, mais justement, quand on a vu le grand dialogue du ministre de l'administration territoriale ne soit pas valable à l'étranger, mais quand on a eu le fameux grand dialogue national, vous voyez bien que c'est la parole de Paul Atanganji qui a été respectée. Je ne suis même pas encore au niveau du SGPR. Vous voyez qu'un simple ministre comme le ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'Intérieur, peut désavouer en public le Premier ministre et les choses se déroulent exactement comme le simple ministre, ministre de l'Intérieur, l'a dit. Et donc, lors du grand dialogue national, certes, présidé par Dion Ngouté, les questions mises sur la table ont été des questions édictées par d'autres et non par Dion Ngouté. C'est ce qu'on appelle de la figuration politique. Il a été juste là pour couvrir, comme vous avez dit en entrée, orner les chrysanthèmes pour qu'on dise après oui, le Premier ministre a présidé le grand dialogue national, mais sur le plan décisionnel, il n'a pas décidé de grand-chose. Lorsqu'il y a eu nomination de Dion Ngouté le 4 janvier 2019, la Constitution prévoit que les autres ministres sont nommés sous proposition du Premier ministre. Je ne crois pas que le changement de statut de M. Ferdinand Ngongo, du ministre, du simple chargé de mission, du simple secrétariat à la présidente de la République, à ministre d'État, je ne crois pas que Dion Ngouté ait été consulté pour justement décider de cela. Je ne crois pas que le statut de Femme Ndongo en tant que ministre d'État
est le fait de Joseph Dion Botté. Je ne crois pas que la nomination de Jean de Dieu Momo, Monsieur Joseph Dion Botté est beaucoup trop intelligent pour que ce type d'ineptie puisse voir le jour. Je ne crois pas que Dion Botté ait été consulté pour des décisions comme celle-là. Donc, factuellement, il y a une mise à orge qui devient criarde de jour en jour entre le SGPR et le Premier ministre. Souvenez-vous de mai 2019, lorsque Dion Botté dit à ses ministres de tutelle des entreprises, regardez les potentiels directeurs généraux qui peuvent remplacer les directeurs généraux actuels arrivés en fin de mandat. La note est arrivée immédiatement du SGPR qui dit, sous haute instruction du président de la République, parce que ça fonctionne toujours comme ça, ces prérogatives ne relèvent pas de la compétence du Premier ministre, mais plutôt sont des décisions directement issues de la présidence. Donc, en gros, monsieur Dion Botté, calme-toi, tu vas recevoir des ordres. Ni les ministres, ni les chefs d'entreprise ne te sont assujettis, mais c'est plutôt nous, ici à la présidence, qui décidons. Le 2 juillet 2020, la même chose a encore eu lieu lorsque monsieur Sissiko Ayoub t'avait dit que nous avons rencontré des membres du gouvernement, notamment le patron des renseignements extérieurs, monsieur Maxime Eko, avec des membres de la délégation, parmi lesquels le Premier ministre aussi. Ça s'était passé au centre épiscopal de Volier à Yaoundé. Nous avons rencontré des membres du gouvernement pour discuter de la question anglophone sous le très haut parrainage de Ferdinand Ngongo, lui-même héritant des très hautes instructions de Paul Biya. Le ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, a fait un communiqué pour dire non, ce genre de choses n'a jamais eu lieu. Et dans la même logique d'humiliation, vous avez l'audition au tribunal correctionnel spécial, au tribunal criminel spécial de Joseph Dion Botté en aval du scandale des fonds Covid, instruit entre autres par M. Ferdinand Ngongo, qui s'est substitué à la Cour des comptes. Donc, juste pour rester là, pour ne pas tirer en longueur, parce qu'on pourrait justement évoquer indéfiniment les différents exemples qui confirment cela, on voit que la stratégie de mise à l'écart, la stratégie de mise hors jeu... Merci Wifede Kanga, docteur Louison Issoba. On va dire que les faits sont là. Ça prouve que le Premier ministre est là juste pour inaugurer les chrysanthèmes. Hein. Serge-Alain, je voudrais ici, à l'endroit de nos téléspectateurs, faire une précision de temps pour entrer un peu dans la genèse. Oui. Vous savez, le poste de Premier ministre est le tout premier poste au Cameroun, institutionnellement. À partir de 1957, avec André-Marie Mbila, Premier ministre, en 1958 vient Ahidjo, Premier ministre. Oui. Lorsqu'il proclame l'indépendance, Ahidjo est Premier ministre. Il faut donc indiquer que le poste de Premier ministre évolue et disparaît lors de la Constitution du 2 juin 1972. Ça disparaît. Oui. Et cela revient en 1975. Et qui l'occupe en premier, c'est bien sûr le président Paul Biya. Ça disparaît en 1984. Ça disparaît en 1984 lorsque le Premier ministre Bello Bouba, on veut monter une ingénierie constitutionnelle pour tomber dans un régime parlementaire où le président n'est qu'une coquille vide et le Premier ministre est celui qui détient les véritables pouvoirs. C'est en cela que la lecture du président Paul Biya est faite. Il supprime donc le poste de Premier ministre en 1984, qui revient le 23 avril 1991, occupé par Sadou Ayatou. Et vous conviendrez avec moi que de 1991 jusqu'à nos jours, le poste est resté stable. D'où sa centralité dans le système politique camerounais. Et je voudrais indiquer que le Premier ministre a un pouvoir venant d'une double origine. D'abord constitutionnel, c'est-à-dire d'essence constitutionnelle, et d'essence réglementaire, c'est-à-dire la Constitution confère des pouvoirs au Premier ministre, et le président de la République lui en donne également. Donc il a une double source du pouvoir qui vient de la Constitution et du président de la République. C'est pour cela que il n'a pas une délégation de pouvoir, non. Il a une compétence constitutionnelle, c'est-à-dire que prévue par la Constitution. Et maintenant, c'est ce que lui donne le président qu'on pourrait considérer comme une délégation de pouvoir. Et je veux vous indiquer, Serge-Alain, que la Constitution est claire. Article 10, alinéa 2. Le président de la République délègue ses pouvoirs prioritairement donc au Premier ministre. Oui. Donc la hiérarchie n'est pas anodine. Il ne faudrait pas qu'on se trompe sur... La hiérarchie n'est pas anodine. Et maintenant, on se rend bien compte que sur le terrain de la... Non, c'est dit peu délégué. Non. L'alinéa 2. Non. Alinéa 3. Alinéa 2. Lisons. Alinéa 3. Laisse-le lire. Lisez l'alinéa 2. Non, lisons tout l'article, hein, pour qu'on soit d'accord. Oui. Bon, alors... Article 10. Le président de la République nomme le Premier ministre sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Oui. Il fixe leurs attributions, il met fin à leurs fonctions, il préside
les conseils ministériels. Alinéa 2. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et certains aux responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Très bien. Alinéa 3. En cas d'empêchement. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation express. Très bien. C'est sur ça que ça cause beaucoup plus. C'est dans la précision. Qui a la parole. Le président peut. Donc il y a une faculté, c'est facultatif, il peut choisir. Oui. Mais vous voyez que cela me conforte dans l'idée que même dans le choix, la priorité revient au Premier ministre, puisque l'article 3 est clair. En cas d'empêchement temporaire, on cite toujours le Premier ministre. Il revient par 2 fois. Voilà. C'est-à-dire que à l'article 2 et à l'article 3. À l'alinéa 2 et à l'alinéa 2 et à l'alinéa 3. Tout à fait. Cela veut donc dire que quand nous examinons au fond la délégation permanente de signature qui est transférée au secrétaire général Ferdinand Ngongo, je lis simplement un seul aspect. On dit, dans le cadre de cette délégation permanente de signature, M. Ngongo Ferdinand discrimine lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Article 3. Cela veut donc dire très simplement que le président, en réalité, s'est déchargé des fonctions souveraines telles que la nomination. Parce que vous savez, par la nomination, on ficelle un réseau qui s'installe au pays. Et ça fait de sorte qu'à partir de la nomination, on tient l'État. Puisqu'un État ne peut pas fonctionner sans des ressources humaines. Et les ressources humaines de qualité. Ça veut donc dire que la nomination... il faut nuancer. Nomination jusqu'à quel niveau de la nomenclature? Je vais vous dire. C'est très important. La nomination jusqu'à quel niveau? Je vais vous dire. On va y aller. Allez-y, docteur. On a une mission d'éclairer les téléspectateurs. Et sur le terrain de la pratique, on se rend compte que tous les actes de nomination à partir de directeurs qui sont faits par le Premier ministre nécessitent le visa du président de la République. Et ce visa du président de la République est donné plutôt par le ministre secrétaire général et non le président de la République. À partir de là, on peut tirer une conclusion simple. Que le véritable pouvoir est totalement concentré à la présidence de la République, à côté de celui que je considère comme l'homme de confiance du président, qui est le Premier ministre. Et je vais vous dire, je finis par là. Le Premier ministre est la 4e personnalité politique et est la 2e personnalité administrative. De l'exécutif. Parce que le président et le Premier ministre sont les seuls qui signent les actes par décret. Cela veut donc dire que lorsqu'on confère autant de compétences au secrétaire général de la présidence de la République, qui n'est qu'un rouage administratif et non constitutionnel, ça pose un problème de l'institution gouvernementale. Voilà. Merci, Dr Luzin Issouban. On revient après le journal, parce que dans quelques instants, Cédric Noufélé sera là. Et on va continuer avec cette délégation permanente de signature, avec tous les invités en plateau. C'est sûr, c'est promis, madame, monsieur. Dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric Noufélé.